Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc on représente effectivement la Fédération française du bâtiment. Donc on excuse le président Olivier Saleron de la FFB nationale qui n'a pas pu être présent et du coup qui nous a mandaté pour le représenter aujourd'hui. Donc ce qu'on veut vous présenter, bon bah effectivement on a été présenté donc on revient pas là-dessus. De vous présenter en fait les choses en 4 points. On a à peu près 45 minutes avant une intervention sur les questions de formation qui sera faite voilà par Parallèle 14 si j'ai bien compris. Donc vous dire de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle, donner des exemples d'applications dans le secteur du bâtiment, parler évidemment des travaux de la Fédération du bâtiment et puis parler aussi des défis pour la filière parce qu'on a vu que dans ce salon il y avait beaucoup de partenaires et finalement l'IA c'est aussi un sujet de filière. Donc je démarre pour dire qu'effectivement l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais en fait il faut vraiment avoir à l'esprit que l'IA ça n'existe pas en tant que tel. En réalité, c'est vraiment un domaine scientifique. Et puis ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et on va le redire sans cesse pendant toute notre intervention, c'est qu'en fait l'IA sa façon de faire, c'est de reproduire des comportements humains. En fait, l'intelligence artificielle porte très très mal son nom. La machine est absolument pas intelligente. La machine, elle ne fait que en fait donner des probabilités par rapport à des références parce qu'elle aura appris la sémantique, elle aura appris un certain nombre d'éléments. Donc ça, il faut bien avoir en tête. Et d'ailleurs, quand vous avez le mot CIA aux États-Unis, le I, c'est intelligence aussi, mais ça veut dire renseignement. Et donc, il faut faire vraiment très attention. En fait, c'est une très mauvaise traduction parce que c'est finalement l'IA, c'est bête. On va le voir. Alors peut-être pas pour très longtemps, mais en tout cas, c'est pas aussi intelligent que porte son nom. Et puis, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, quand on parle d'IA, on parle beaucoup d'algorithmes. Et l'algorithme, on aime bien cette définition en fait qui est proposée par la CNIL, qui est de dire qu'en fait, c'est une suite d'étapes. Et la CNIL va même faire une analogie en disant c'est un peu comme une recette de cuisine. Vous avez des ingrédients en entrée, vous avez une façon de faire votre plat, et ensuite vous avez un produit de sortie. L'IA, c'est exactement la même chose, des ingrédients en entrée, une façon d'interagir avec la machine, et ensuite un produit de sortie. Et puis effectivement, on posait la question qui avait déjà utilisé l'IA. On a mis cette image de vague parce que depuis le 30 novembre 2022, l'arrivée de ChatGPT, il y a une grosse vague qui est arrivée. Avant, on n'avait jamais parlé d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, finalement, on en parle partout, dans tous les médias, dans toutes les radios, les télés, etc. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ces outils qui sont grand public, gratuits, pour faire beaucoup de choses. Et en fait, vous avez de l'IA dans beaucoup d'outils que vous utilisez globalement, que ça soit quand vous utilisez Netflix ou Spotify ou Deezer, voilà, il y a de l'intelligence artificielle pour les recommandations qui vous sont faites. Renault, beaucoup d'IA dans la machine, mais aussi beaucoup dans les ingénieurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des simulations, des tests avant de mettre les voitures sur le marché. Évidemment, Tesla. Vous avez énormément d'intelligence artificielle aussi chez Carrefour, chez ManoMano, enfin toutes les entreprises qui ont beaucoup de données et qui analysent les comportements des consommateurs pour avancer sur ce sujet. Donc peut-être je te passe la parole pour décrire les sujets d'intelligence. Oui, alors ce que je disais, c'est qu'effectivement c'est une technologie, même si on la connaît beaucoup maintenant, c'est une technologie qui est assez ancienne. Alors nous, ce qu'on connaît bien, quand on parle de ChatGPT, c'est le dernier module là qui est en bas, qui est on appelle le LLM, Large Language Model. Mais en fait, c'est une sous-partie de système beaucoup plus grand, qui est le machine learning. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, qui lui-même, après, fait du deep learning. Alors, c'est les réseaux de neurones. Et puis après, de l'IA générative. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est l'autre slide qui est derrière. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, tu l'as un peu dit, c'est que l'IA, on dit que c'est des probabilités. D'accord ? Concrètement, c'est le contraire de déterministe. Alors, déterministe, c'est quoi ? Je prends toujours cet exemple-là du tableau Excel. En fait, de déterminisme, c'est je fais la somme de la cellule 1 avec la cellule 2, ça c'est déterministe. À chaque fois que vous mettez les mêmes valeurs dans les deux cellules, ça vous donnera toujours le même résultat. L'inconvénient l'avantage donc du déterminisme, c'est que c'est toujours la même chose. Contrairement à l'intelligence artificielle, qui elle ne fonctionne pas par rapport à des calculs qu'on aurait fait
avant, mais plutôt avec les habitudes. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de l'intelligence artificielle, ça se base exclusivement sur les données. D'accord ? Sur l'histoire des données que l'on a faites. L'exemple le plus courant, c'est comment reconnaître un chat, la photo d'un chat. On a fait manger à l'intelligence artificielle des millions et des millions de photos de chats pour les reconnaître. D'accord ? Sauf que pour la comptabilité, pour les calculs techniques, etc., il vaut mieux utiliser des techniques qui sont plutôt déterministes, c'est-à-dire faits avec des calculs, d'accord, avec des formules. Et puis il y a des choses qu'on ne sait pas faire, par exemple avec des techniques déterministes. C'est par exemple, c'est ce que j'utilise moi dans mon entreprise, c'est la correction des textes. D'accord, je commence à ouvrir un petit peu des exemples concrets. Moi, mes clients me demandent de plus en plus de formaliser à chaque fois que je vais sur les chantiers. C'est-à-dire qu'on me demande d'écrire tout ce que j'ai pu faire sur mes chantiers. J'ai changé le siphon, je suis intervenu faire la maintenance de tel produit, etc. Et on nous demande systématiquement que nos techniciens, les gens qui sont sur le terrain, viennent valider toutes les fiches techniques pour l'envoyer au client. Difficulté qu'on a eue, nous, dans l'entreprise, parce qu'on a une 70 personnes qui font que ça, faire des comptes rendus de réunion, c'est la problématique de l'orthographe. Systématiquement, quand je dois écrire, c'est un peu compliqué. Et quand on envoie ça à un client, en fait, avec beaucoup de fautes d'orthographe, c'est très compliqué. Donc, dans nos systèmes d'information, on a mis un petit bouton qui corrige toutes les fautes d'orthographe avant de l'envoyer au client. D'accord ? Donc ça, c'est l'intelligence artificielle le fait très bien. D'accord ? Par contre, faire un calcul de volume, de surface, etc., on va plutôt utiliser ce que j'appelle déterministe, en gros le tableau Excel, pour que ça fonctionne bien. D'accord ? Donc, voilà, donc c'est ce qu'on peut dire la troisième salle, c'est que c'est nécessaire, il ne faut pas confondre exactitude et précision. Voilà, donc le calcul déterministe est précis, le calcul probabiliste est probable, comme son nom l'indique. Oui. Alors, c'est un document un peu technique, mais qui reprend un peu ce que je dis, en fait. C'est que dans un système informatique, il y a toujours des entrées, il y a des sorties. Grosso modo, je prends pour mon métier, j'ai un débit, j'ai une pression. En sortie, il faut que ça me sorte le diamètre du tuyau, pour être très concret. Donc ça, je le disais, c'est tout à fait déterministe, ça marche comme ça. Donc c'est à l'intérieur, je mets moi un algorithme où je fais le calcul avec la vitesse, le débit, la perte de charge, le tuyau, la rigorosité du tuyau, etc. Et avec ça, ça me donne un résultat. D'accord ? Donc ça, c'est l'aspect tout à fait déterministe. Donc voilà, c'est ce qu'on montre ici, les données d'entrée et les données de sortie. Donc, quel que soit le système d'information, que ce soit les programmes informatiques classiques ou de l'intelligence artificielle, ça marche toujours pareil. Il y a des entrées, il se passe quelque chose au milieu, et puis il y a des sorties. D'accord ? Donc, dans le déterministe, on écrit ce qu'on veut au milieu, c'est-à-dire le bon calcul de tuyaux, comme je l'ai mis tout à l'heure. Par contre, en intelligence artificielle, c'est ce que je dis un petit peu tout à l'heure, c'est les données, l'expérience qui va venir avec un système qui va apprendre de toutes les données que l'on a faites. Donc, en gros, en intelligence artificielle, si on n'a pas de données, on n'a pas d'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que cette notion d'apprentissage, elle est extrêmement importante quand on parle d'intelligence artificielle. Jean parlait tout à l'heure de l'image du chat. Pour qu'une IA reconnaisse un chat, elle a dû manger ou ingérer beaucoup d'images de chats. Et c'est vrai que j'aime bien montrer cette diapo parce que, en fait, quand je disais tout à l'heure l'IA c'est bête, c'est par exemple un enfant de 5 ans, vous lui montrez 5 photos de lapin, à la 6e photo de lapin, il vous dit que c'est un lapin. Une intelligence artificielle, pour vous dire que c'est un lapin, elle aura besoin d'avoir vu 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 photos de lapin. Pourquoi ? Parce que vous voyez sur ces images, vous avez un lapin qui est dans un champ, donc avec des herbes vertes. De l'autre, il est face à une vitre. Et tout ça en IA, donc la vitre derrière le flou ou les herbes, c'est ce qu'on appelle du bruit par rapport à l'image initiale. Et ça, nous humains, on le voit directement et on sait faire la différence entre un lapin animal et un lapin peluche. Mais une IA, elle le sait pas. Donc elle aura eu besoin vraiment d'apprendre. Et quand on dit apprendre, ça veut dire taguer les images. Quand on dit taguer, c'est comme vous, quand vous mettez sur Facebook je suis avec Bernard Dupont. Vous taguez Bernard Dupont, là, à chaque fois qu'il y a une photo, on dit ça c'est un lapin, ça c'est un chat, ça c'est un cheval, ça c'est un lapin, ça c'est un cheval. Et ça, l'IA, quand on dit qu'elle apprend, il faut lui donner ces informations pour qu'elle le sache. Et vous-même, d'ailleurs,
vous avez sans doute déjà entraîné des intelligences artificielles sans le savoir. Parce que vous êtes déjà arrivé sur des sites où on vous met 6 images et puis on vous dit merci de dire où est le passage piéton, où est le feu rouge. Et donc, vous devez cliquer pour aller sur les sites. En fait, quand vous cliquez sur le feu rouge ou le passage piéton en fonction de ce qui vous est demandé, ou la voiture ou le vélo, en fait, vous entraînez en fait des intelligences artificielles pour la voiture autonome. Donc ça, bon, on vous le dit pas parce que en général, c'est perdu et on n'est pas payé. Mais c'est perdu pour personne quand on fait ce genre de travail. C'est qu'on va entraîner en fait la machine à reconnaître un certain nombre d'objets. Et donc c'est pour ça qu'il y a des mots très importants dans cette diapo qui sont les données étiquetées et les annotations. C'est les fameux tags où on est obligé en fait de dire ce que c'est derrière l'image parce que l'IA ne le sait pas. Et donc, il y a des éléments extrêmement importants quand on parle d'IA, c'est vrai, et c'est aussi lié à ça, cette accélération, parce que le terme intelligence artificielle, on ne l'a pas dit, mais en réalité, il est né dans les années 50. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet qu'on a connu en 2022 ou en 2017. Donc, le terme, il est né dans les années 50, mais à l'époque, la puissance de calcul des ordinateurs n'était pas celle d'aujourd'hui. On n'avait pas autant de données. Jean insistait beaucoup sur les données. Voilà. Aujourd'hui, vous allez manger au resto, vous faites une photo de votre plat, vous postez sur Facebook, tout ça, c'est des éléments pour l'IA. On n'avait pas autant de photos, autant d'éléments d'information. Et on a aussi une variété de données. Les données, c'est quoi? C'est le tableau Excel, mais c'est la photo que vous faites, la vidéo qui peut être faite sur un chantier, c'est le PDF que vous recevez en pièce jointe d'un mail, et c'est toutes ces informations-là qui peuvent servir à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on dit, c'est que les données de l'entreprise ont de la valeur. En fait, on parle de plus en plus, et les entreprises, quelle que soit leur taille, ça c'est aussi extrêmement important d'avoir en tête. L'IA, c'est pas que pour les grands groupes, c'est aussi pour les plus petites structures, parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, elle dispose d'informations. Et c'est un actif finalement, un peu comme un autre, où ce patrimoine, en fait, quand il est exploité, commence à prendre de la valeur. Malheureusement, il est souvent inexploité ou mal exploité. Et donc, ça pourrait pourtant servir à l'intelligence artificielle. Et on voit qu'on a des mots nouveaux qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Jean disait tout à l'heure déterministe. C'est qu'on obtient des résultats qui sont fixés. Avec l'IA, on peut faire du prédictif ou travailler effectivement sur de la prescription pour dire, en analysant un certain nombre de données, on peut anticiper des comportements. Donc là, j'avais mis un exemple, mais on n'a pas trop le temps, mais sinon vous regarderez, c'est le site autodraw.com, on a mis le lien. Vous pourrez voir en dessinant en fait quelques traits. Vous voyez, moi j'avais fait une maison qui est mal dessinée, mais tout de suite l'IA, elle comprend qu'avec 6-7 traits, j'ai voulu dessiner des maisons et elle me propose un certain nombre d'images. Donc tous ces outils, ils ont appris à partir de dessins d'artistes ou alors de dessinateurs qui ont fait des dessins et la machine a été intégrée, voilà, et elle vous propose en fait des solutions et pour faire des logos, ça peut être assez pratique. Autre exemple que vous pourrez aller regarder, ça s'appelle Count Things, donc compter les choses en anglais.com. Là, vous avez juste quelques images avec des smartphones où vous prenez une photo et puis pour le calcul des stocks ou pour les rondins de bois dans un camion, etc., vous ne faites plus les calculs parce que la machine a été entraînée à reconnaître un rondin de bois, un tube métallique, un certain nombre d'éléments. Et si vous regardez les vidéos qui sont sur ce site, vous verrez que ça peut aussi calculer en matière de flux les voitures sur l'autoroute, des œufs sur un tapis dans l'industrie agroalimentaire, des animaux dans une étable, etc., etc. Et du coup, ça peut faire effectivement gagner du temps. Mais tout ça, la machine, elle le sait pas d'elle-même. C'est parce qu'elle a été entraînée à reconnaître les éléments concernés. Voilà. Et puis, donc là, on arrive aux exemples dans le secteur. Alors peut-être, je te laisse commencer et puis Alors, c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on pense que c'est uniquement pour les grandes entreprises. Je prends juste un exemple. Avant de faire un chantier, il faut faire un devis. D'accord ? Mon papa était artisan, moi, et sa vraie problématique, et moi je me rappelle quand j'étais petit, écrire, c'était pas son problème. Hein. Moi, je suis issu de l'immigration espagnole dans le continent. Et son vrai problème, c'était écrire et passer les week-ends à essayer de faire des devis. Devis qu'il faisait souvent très tard par rapport à quand le client lui avait demandé. D'accord ? Donc aujourd'hui, il existe des applications, je pense à un artisan qui a créé cette application-là, qui vient avec WhatsApp, parce que tout le monde utilise WhatsApp. D'accord ? Et il a une assistante, on va l'appeler comme ça, qu'il a appelée Rita.
Et donc, quand il est sur le chantier, il va comme ça, il dit, bon ben voilà, j'ai 40 mètres carrés de carrelage à faire, j'ai la peinture, j'ai 30 mètres carrés de ragréage, j'ai 20 mètres de 8000 euros de V, c'est du câble électrique, j'ai du cuivre à poser, etc. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, comme s'il parlait son assistante, hein, avec WhatsApp, hein, il a fini son chantier, fini de parler, ça lui fait instantanément, quand il a fini la discussion, ça lui fait le devis en PDF. Pour moins d'1 euro. En moins d'1 minute. D'accord ? Donc, il veut dire que l'intelligence artificielle, c'est pas que pour les grandes entreprises. Alors, comment ça marche ? C'est ni plus ni moins qu'il a appris à dire, ben voilà, quand tu entends siphon, ben il faut mettre un siphon qui coûte tant d'argent. Quand tu mets un bout de litho, ça vaut tant, etc., etc. D'accord ? Donc, en fait, une des premières applications quand on commence un chantier, ben, c'est de commencer par le devis. Et là, c'est une application déjà en place, qui fonctionne bien, et il l'a fait pour lui puisqu'il est artisan. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas très cher, et puis ça rend de grands services. Moi, par exemple, pour les devis, puisqu'on parle de cette partie-là, hein, c'est sur la partie devis. Nous, alors, on travaille sur des bâtiments beaucoup plus gros. On travaille sur des chantiers qui font peut-être parfois plusieurs millions d'euros, ou avec des clients privés qui sont parfois des particuliers, et on fait des devis qui sont très précis, très techniques, etc. Et le client, quand il les lit, il comprend rien. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'on lui vend. D'accord ? Parce qu'on emploie des termes qui sont souvent trop techniques pour le client. Et donc là, l'intelligence artificielle nous permet de rédiger le devis en français compréhensible pour les différentes personnes. D'accord ? Donc au fur et à mesure que la personne fait son devis, hein, c'est des devis de plusieurs dizaines, centaines de pages, le système exploite toutes les données qu'on a données et puis fait un compte-rendu au client pour qu'il comprenne ce qu'on lui vend. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie devis en amont. Après, nous, ce qu'on a constaté, donc, parce qu'on a mis en place donc, nos travaux depuis 2018, c'est qu'en fait, toute la chaîne de l'acte de construire est concernée, donc de l'amont à l'aval. C'est vrai qu'on commence à voir, bon, tu as parlé du devis et on est en amont, mais on voit aussi aujourd'hui, hier, il y avait des architectes qui étaient félicités pour leur travail, et on voit que l'intelligence artificielle commence à arriver dans leur métier, notamment parce que la machine, comme on l'a dit, elle apprend. Donc vous pouvez lui faire apprendre un certain nombre de plans ou lui donner en tout cas à ingérer un certain nombre de plans, et notamment par exemple faire des plans de calpinage en lui donnant un certain nombre d'éléments d'entrée, comme on l'a vu tout à l'heure sur le tableau, sur le graphique. C'était exactement ça. On donne des données avec un certain nombre de paramètres, et là effectivement l'intelligence artificielle devient intéressante. L'intelligence artificielle, faut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. En revanche, quand on commence à avoir des situations qu'on dit multidimensionnelles, où on a énormément de paramètres, là elle commence à être vraiment très très efficace. Et on le voit notamment on parlait de l'amont, on commence à avoir des logiciels qui sont en capacité d'intégrer le PLU, donc le plan d'occupation le plan local d'urbanisme, les règles, je sais pas, liées à une parcelle. Vous devez faire un bâtiment à 4 mètres du trottoir, une hauteur de R+3, un cœur d'îlot végétalisé, etc. Et vous donnez un certain nombre de paramètres en intégrant l'ensoleillement, etc. Et donc la machine, effectivement, vous fait des propositions. Ça, on va le redire tout à l'heure, la machine, elle fait pas à votre place. Elle vous fait des propositions à partir d'un certain nombre de paramètres qui sont rentrés. Autre exemple qui arrive beaucoup, c'est la question de l'analyse des appels d'offres, où on voit qu'effectivement, c'est le cas le plus utilisé aujourd'hui pour les entreprises du secteur, enfin, en tout cas, un des cas les plus utilisés, où effectivement, la machine, elle apprend à partir de la sémantique, donc elle est capable de faire des synthèses en matière, en fait, de documents d'appels d'offres. Souvent, les appels d'offres, c'est des documents assez épais, il y a une multiplication de documents. Parfois, il y a même des incohérences que la machine repère. Et donc, effectivement, ça vous permet, on a eu un cas, justement, de petite structure, justement, de Dromardèche, qui a établi, en fait, des critères, et la machine lui lit l'appel d'offres selon ces critères, ce qui lui permet de gagner du temps pour lui dire si elle va répondre ou pas répondre. Après, ça lui permet aussi déjà de générer un mémoire technique. Évidemment, il faut relire, on va réinciter là-dessus, mais en tout cas, on voit que ça. Et puis, s'il y avait des collectivités dans la salle, elles nous diraient qu'elles lisent aussi par l'IA les mémoires techniques que les entreprises renvoient. Comme ça, la boucle est bouclée, et in fine, les IA vont finir par échanger entre elles.
alors juste, moi, je vous dis ce que j'utilise moi dans mon entreprise. Donc, je me disais, nous, on fait des chantiers importants et on travaille souvent pour les entreprises générales et on fait des gros chantiers et on a. Moi, j'ai beaucoup de techniciens qui chiffrent donc chez moi et la première chose qu'ils font, c'est ouvrir les plans, le DPGF, c'est là où on met les prix, etc. Toute la partie technique, toute la partie administrative, on la lit jamais. On la lit quand on est embêté, une fois qu'on a signé tous les papiers. D'accord ? Donc, ce que l'on fait, nous, c'est ce qu'on appelle une revue de contrat, c'est-à-dire qu'on met toutes les pièces administratives et l'intelligence artificielle nous sort ce qu'on appelle donc la revue de contrat, qui est le client, est-ce que c'est un marché privé, quand est-ce qu'on est payé, etc. Quelles sont les pénalités de retard, où est le compte prorata, etc. Parce que c'est des pièces qui sont rarement lues par nos techniciens. Voilà. Donc ça, c'est aussi une avancée que l'on a eue là-dessus. Et puis après, peut-être en aval aussi, quand on a déjà fait l'acte de construire, on accélère un petit peu sur les différentes étapes. Moi, je fais beaucoup de maintenance aussi. Et donc, on a un client où on a 100 sites de maintenance avec ce client. Et donc, à chaque fois, j'évoquais les fiches d'intervention qui maintenant sont corrigées et bien présentées. Et on se retrouve donc avec 5 ou 6 interventions par site. Donc, 5 fois 100, ça fait à peu près 500 fiches d'intervention. Et à la fin de l'année, on va voir notre client pour lui faire un rapport de tout ce qui s'est passé dans l'année. Ça veut dire qu'il faut lire 500 fiches. Voilà, donc on revient. On a très automatisé chez nous. Tous nos gens sont équipés de téléphones et de smartphones et d'ordinateurs. Donc tous les gens saisissent leurs heures, etc. Tout est intégré de manière numérique. Et donc arrive à la fin de l'année où il faut se palucher 500 fiches, d'accord ? Et le client, lui, donc on lui remet un document qui est comme ça. Nous, on est content, mais lui, il s'en fout. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu me dises, en gros, c'est où qui c'est où que je suis embêté. Donne-moi en 2 pages ce qui se passe concrètement sur mes installations pour que j'ai une vision synthétique de tout ce qui se passe sur ma centaine de machins. Savoir que voilà, j'ai intervenu 10 fois ici, 1 fois là, etc. Donc, fais-moi une synthèse site par site de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'était quelqu'un qui lisait toutes ces 500 fiches pour noter ça et en sortir une synthèse. Là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ça en quelques secondes et elle sort un rapport, bien sûr qu'on relit, mais qui est automatique. Oui, puis juste pour finir sur cette diapo, peut-être 2 autres exemples. On parlait effectivement de la partie chantier. On a un cas d'usage qui est revenu avec une start-up qui travaille maintenant de plus en plus et avec des entreprises là aussi, bon, plutôt ETI et grands groupes, mais on sent bien que ça va arriver sur tous les chantiers. Où en fait, vous avez le conducteur de travaux qui, le vendredi soir, fait le tour de son chantier. Alors là, on a eu un exemple sur un bâtiment collectif de logement. Donc, il fait le tour du chantier le vendredi et il a sur son casque, en fait, une caméra GoPro. Et donc, il fait le tour. Donc, il fait se promener uniquement. Et le système est connecté à la maquette numérique. Et donc, en faisant son tour, ça lui génère 6000 à 7000 photos. Et donc, le système lui permet de lui dire s'il y a des choses qui manquent ou si potentiellement il va y avoir du retard sur son chantier. Alors, le système, il n'est pas encore assez précis pour dire si c'est la première ou la deuxième couche de peinture. En revanche, il est suffisamment précis pour dire qu'il manque une fenêtre, qu'il manque une porte, qu'il manque une réservation pour une prise électrique parce que, là encore, la machine aura été intégrée. Exactement, en tout cas, ça fait pas les situations de travaux, mais le lundi matin, à la réunion avec les sous-traitants et les co-traitants, il y a plus photo, puisque justement, il y a pas mal d'éléments concrets où on dit, vendredi, on en était là du chantier. Autre exemple aussi, sur le chantier, on a eu un grand groupe qui n'est pas dans le bâtiment, mais qui fait beaucoup de chantiers, qui a entraîné en fait une IA, enfin un algorithme, à détecter en fait des problèmes de fissures sur les bétons, et notamment avec des photos. Donc ils l'ont entraîné. Ou alors aussi, ils ont entraîné avec des problèmes de soudure.
parce que en fait, ils sont obligés d'avoir 0 défaut. Et donc, rien qu'ils ont entraîné, je crois, à partir de 4000 ou 5000 photos, en disant ça c'est conforme, ça c'est non conforme, ça c'est conforme, ça c'est non conforme. Encore une fois, la machine, elle sait pas d'elle-même, hein, il faut lui apprendre. Et donc, quand le technicien va sur le chantier et qui fait la photo de la soudure, il a une préanalyse de la machine qui lui dit alerte ou au contraire, ça me semble bon. Après, évidemment, il faut que le technicien valide, confirme, parce que la machine ne fait pas à la place d'eux. Mais ça, c'est aussi extrêmement important. Et on a un autre exemple aussi où, par exemple, un drone équipé d'une caméra thermique où vous pouvez orienter son parcours, par exemple tous les vendredis à telle heure, pour aller repérer en fait des points chauds sur les panneaux photovoltaïques, là où effectivement vous commencez à avoir des déperditions d'énergie et donc avoir des alertes, un peu comme vous voyez quand vous voyez des IA qui détourent, vous savez, des fois les voitures, les humains, etc. Ben là, elle va détourer en fait les points où le panneau commence à se dégrader parce que la machine aurait appris à faire ça. Donc, comme on ne doit pas être trop long, peut-être juste avancer rapidement, vous dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, et on le voit bien dans tous les cas d'usage bâtiment, là on en a cité quelques-uns de manière un peu segmentée par tâche, mais on voit bien que en fait, et tout à l'heure quand on disait avec l'animatrice la question de la page blanche où les jeunes ne font plus leurs devoirs, mais c'est aussi le cas des adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, on n'a plus du tout le problème de la page blanche. Vous avez un courrier à faire, vous avez un discours à écrire, vous avez un certain nombre d'éléments. Il suffit que vous fassiez votre requête en fonction de ce que vous attendez et la machine vous propose quelque chose. Encore une fois, elle ne fait pas à votre place, mais elle vous propose. Et ça, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent. Jean l'expliquait aussi tout à l'heure pour les devis, mais on a exactement le même sujet à la Fédération française du bâtiment. Parfois, on fait des documents hyper techniques. Et en fait, ça parle pas forcément où il faut être très spécialisé. Donc, en fait, aussi, de travailler en fait sur ces outils pour vulgariser des sujets techniques. Et ça, c'est bien aussi. Dans les RH, on commence à voir, ressources humaines, que l'IA devient un peu un sparring partner où vous avez votre entretien avec votre patron. Ah, je vais demander une augmentation, mais il est quand même un peu rigide. Comment je vais faire? Et donc, vous vous entraînez avec l'IA, si je lui dis ceci, si je lui dis cela, etc. Ou on peut faire le contraire, le patron qui doit discuter. Mais on voit que il y a des enjeux sur ça. C'est pas qu'une blague, c'est qu'on voit effectivement que la machine, en fait, elle est en réaction et elle permet effectivement d'apporter un certain nombre d'éléments. Après, c'est à nous, humains, de mettre les limites de ces outils. Et Jean l'a dit aussi, améliorer son style ou la question de l'orthographe. Puis peut-être je te laisse évoquer ce sujet avant de revenir sur les questions, parce qu'on a interrogé des sociologues à la FFB, où en fait, on se rend compte que dans les entreprises, parfois, il y a un rejet de ces outils. Ah non, c'est pas pour moi, on va quand même pas laisser la machine prendre mon boulot, j'en ai peur, etc., je vais pas me laisser faire. Et puis, pas pourquoi, à un moment donné, il y a un cap, on utilise ces IA grand public. Même pas encore les IA peut-être des entreprises. Et là, on se dit, ah purée, c'est quand même pas mal, c'est efficace. Alors, elles se trompent parfois, mais quand même, elles mettent bien. Et puis après, ça devient un réflexe. Et puis après, les gens deviennent dépendants. Et là, on constate que c'est un vrai enjeu pour les managers, parce que souvent, ce qu'on a constaté, c'est que, et c'est pour ça qu'à la FAB, on a écrit aussi une charte éthique et une doctrine pour aider les entreprises du secteur à se saisir de ces sujets-là. C'est qu'en fait, on appelle ce qu'on appelle de l'IA fantôme, en anglais le shadow AI. En fait, c'est des gens qui utilisent dans l'entreprise l'IA sans le dire à leur référent ou à leur manager et qui finalement peuvent mettre en risque, la dame parlait tout à l'heure des documents en fait de la cybersécurité ou des documents confidentiels qui sont mis sur des outils grand public. Attention, parce que les documents sont lus. Quand vous mettez des documents sur un ChatGPT, Mistral, etc., sur des comptes même payants, on est toujours dans un système d'apprentissage. Donc la machine va apprendre. Quand vous mettez vos mémoires techniques dedans, la machine va utiliser. Et demain, votre concurrent va, sans savoir que c'est vous, mais profiter en fait du système. Alors je ne sais pas si vous connaissez le BIM. C'est le 3D, on appelle le jumeau numérique. En gros, on construit sur un ordinateur ce qui sera le bâtiment demain. Donc moi, j'ai 11 personnes dans l'entreprise qui font ça. D'accord ? On aime bien ça parce qu'on aime bien adresser les projets techniques. Nos gars, sur le terrain, adorent avoir la 3D de tous les tuyaux dans le bâtiment, etc. Parce que c'est plus facile que de lire dans un plan. Comme ça, je regarde comment ça marche, etc. Les jeunes adorent ça. Et donc, il y a un salon qui s'appelle le BIM World à Paris, où
où les plus gros fabricants, enfin en tout cas constructeurs de logiciels sont là. Et donc on a une application qui est gratuite, d'accord, où je mets mes maquettes dedans pour visualiser les maquettes. Et donc je vais sur ce salon et je vois que le stand fait à peu près 200 mètres carrés. Quand on voit le prix du mètre carré là-bas, on se dit, moi qui suis ardéchois, je me dis, les gens, un produit gratuit, et ils se payent de l'autre côté des stands qui valent des fortunes. Comment ça marche, d'accord ? Donc moi, je suis allé poser quel était le modèle économique de ce truc-là. Je vous explique un peu l'histoire parce que c'est pour que vous preniez conscience que nos données sont importantes. Et on m'explique qu'effectivement, au début, c'est gratuit, puis après, ils offrent plein de possibilités complémentaires, d'accord, pour pouvoir payantes, pour pouvoir rentabiliser leur modèle économique. Et donc, il y avait un système de caméra que tu as vu, c'est là où je l'ai vu, etc. J'ai dit, moi, c'est pas mal. Et puis, on l'a fait ça sur une petite maquette. Et moi, comme je fais plutôt des grosses maquettes, il me dit, j'ai posé la question, est-ce que ça marche aussi sur les bâtiments un peu plus grands ? Et le gars me dit, bon, je sais pas ce que ça veut dire, petit, grand. C'est quoi le nom de ta boîte ? Donc, on est à la foire. Hein. C'est la foire à la saucisse, il y a du monde partout, etc. Et le gars tape le nom de ma société, Largier Technologies, et sur son PC, au milieu de tout le monde, j'ai tous mes projets. Le BIM, c'est mon savoir-faire. C'est des dizaines d'années de travail qui, je retrouve au salon du BIM, accessible à quasiment tout le monde. D'accord ? Donc j'ai posé la question, j'étais avec mon équipe qui fait du BIM, j'ai dit mais qui a donné l'autorisation de pouvoir partager ces données ? D'accord ? Et on s'est aperçu, et là c'est les jeunes qui sont là, il est apprenti, il a posé ça là-dessus, et vous savez, il y a le truc valider. Donc c'est-à-dire qu'un apprenti de l'entreprise a validé la possibilité de partager toutes nos données professionnelles de tout le groupe. D'accord ? Donc je prends cet exemple-là, c'est pas de l'IA, mais de la même manière, quand vous mettez vos mémoires, etc., quand vous mettez, par exemple, moi j'ai un copain qui savait pas lire sa analyse sanguine. Il a fait lire par ChatGPT. Faites pas ça. Ne mettez pas des données qui sont confidentielles et personnelles et professionnelles là-dedans. C'est vraiment le risque. D'accord ? On se retrouve à partager nos données. Comme c'est gratuit, c'est connu, c'est nous le produit. Donc quand on met ces éléments-là, on est en train de nourrir la bête qui va nous dévorer demain. C'est pour ça qu'on dit vraiment le sujet, il n'est pas du tout que technologique, c'est vraiment un sujet d'organisation et donc de cadre à fixer. Alors on n'a plus qu'une dizaine de minutes, donc j'accélère un petit peu. Ce qui est extrêmement important quand on dit que le sujet n'est pas que technologique, c'est qu'il faut vraiment dépasser en fait l'effet waouh. Parce que c'est vrai qu'on dit « Ah, c'est génial, purée !» Elle comprend mieux, puis au fur et à mesure, c'est vraiment génial cet outil, etc. Mais attention, parce qu'encore une fois, l'IA, c'est pas de la magie. L'IA, elle répond parce qu'elle a été entraînée avec des données au préalable. Et donc, lire un texte, c'est parce qu'elle a essayé de comprendre, on l'a dit tout à l'heure, c'est de la probabilité. Elle n'a aucune notion de la vérité, l'IA. C'est vraisemblable, mais ce qui est vraisemblable n'est pas forcément vrai. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, et c'est qu'un outil d'aide à la décision. Donc l'humain n'est pas dépossédé des sujets. Surtout quand on parle en fait du domaine du travail, du domaine professionnel. Et nous, ce sur quoi on insiste, mais à la rigueur, c'est pour les études, c'est la même chose, c'est l'importance de l'esprit critique. Et ça, c'est essentiel. Et donc, la compétence métier, quand tu parlais de tes tuyaux tout à l'heure, si t'es pas en capacité ou si tes techniciens sont pas en capacité de dire que ce que l'IA propose est juste ou mauvais, eh ben, là, on va droit dans le mur. D'accord? Donc, il faut vraiment que l'IA soit considérée comme un outil d'aide à la décision et ne pas faire un bête copier-coller sans se poser de questions. D'ailleurs, on voit bien que on discutait avec le président de l'université là de Strasbourg en Alsace, où on voit bien que demain, les examens dans les universités vont complètement changer. On va passer beaucoup plus à l'oral et ça va pas tant être le mémoire qui sera rendu que la capacité à pouvoir répondre aux questions de l'examinateur. Et ça, c'est extrêmement important.
Ce sur quoi on insiste aussi, alors évidemment, les jeunes sont là et on va sans doute avoir un effet générationnel, mais ce qu'on dit en fait nous aux entreprises, puisque ce sont nos adhérents, c'est que la transformation, elle arrive par les salariés. Donc ne faites pas comme si vous n'avez rien vu, vous cachez pas derrière votre petit doigt, derrière ces sujets, mettez ce sujet au cœur de votre discussion avec les salariés. Je dis pas que ça doit être un sujet de dialogue social demain, mais en tout cas, mettez ce sujet au cœur de la table. Est-ce que tu utilises ou pas de l'IA? Comment tu l'utilises? Revenez à la question de Jean. Est-ce que finalement, tu mets des documents de l'entreprise sur un site gratuit? Et ça, c'est un grand risque. Et donc, se poser la question, en revanche, à l'inverse, quels pourraient être les usages où l'IA serait intéressant pour nous faire gagner du temps, pour nous faire gagner en compétences, pour faire des choses un peu mieux, pour gagner en qualité. Et là, c'est toute l'entreprise qui se transforme et non, c'est plus l'outil qu'on utilise un peu comme du Shadow AI, de l'IA fantôme, mais c'est plutôt un outil qu'on utilise comme un outil, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise et pour faire quoi ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Puis voilà, je disais, ne lisez pas toute la diapo, mais c'est vrai qu'on va avoir, tout à l'heure on parlait de la question aussi des jeunes qui vont arriver dans le secteur. On commence à avoir des fractures générationnelles dans les entreprises, entre des jeunes qui arrivent dans les entreprises qui disent, moi, s'il n'y a pas d'IA dans l'entreprise, je viens pas, j'exagère un petit peu, mais c'est en fait un vrai sujet où on risque d'avoir effectivement un décalage sur ces outils. Et puis, notamment parlé tout à l'heure, donc là on va aller vite. En fait, les vrais points aussi à regarder, c'est la cybersécurité. Donc voilà, faire des autodiagnostics, ça existe de vos entreprises. Il y a même des choses gratuites pour voir si vous allez sur le site de l'ANSSI, sur la sécurité informatique, faire des autodiagnostics en matière de sécurité. C'est quelques questions, mais ça permet de se dire « Ah oui, mince, ça je l'ai pas bien traité ». Il n'y a rien de grave, tout peut se réparer, mais en tout cas, se poser les questions. La gouvernance des données, alors ça paraît être un mot un peu pompeux, mais on voit bien que, vous voyez, il y a des données dans tous les sens, les photos, les vidéos, les tableaux, les PDF, etc. Et en fait, on en a plein partout, dans une entreprise notamment. Parfois, on saisit 2 fois la même information, on pourrait gagner du temps. Donc, se poser un petit peu, regarder quels sont les outils utilisés, quels outils informatiques, évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de tableaux Excel, pas de tableaux Excel? Comment on pourrait travailler mieux avec ces outils d'intelligence artificielle? Et puis, évidemment, la question de la souveraineté. Trump nous met un peu un coup de pied aux fesses au niveau européen pour dire qu'il faut qu'on ait des outils aussi à l'échelle européenne, parce qu'effectivement, on a un vrai enjeu entre la Chine et les États-Unis. Et donc, il y a aussi ces sujets à regarder. Où sont stockées vos données? Est-ce qu'elles sont sur des serveurs basés en Europe? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont aux États-Unis ou en Chine? Et ça, c'est des vraies questions que vous devez poser à vos fournisseurs. Voilà, donc là je vais très vite parce que la FFB donc a mis en place un groupe de travail dès 2018. Donc pour les adhérents, vous avez beaucoup de rapports qui sont en ligne. On a eu aussi toute une série de vidéos, podcasts, masterclass. Alors les masterclass c'est réservé aux adhérents, mais si ça vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez accéder à nos vidéos et podcasts. Ça c'est tout à fait ouvert, c'est en ligne. Voilà, vous avez les thèmes ici, vous les retrouverez sur le site internet de la FFB. Et puis le comité IA, donc je laisse Jean en dire rapidement un mot puisque c'est lui qui le préside. Alors oui, alors ce qu'on a fait, c'est que quand ChatGPT est arrivé, on a été très très sollicité par les fédérations, un peu comme ici, et on a vu plus de 10 000 personnes. D'accord. Donc à tous les deux, c'était assez compliqué de faire ça. Donc on a créé des binômes par région. Il nous manque encore la région comme à la Martinique. Mais bon, quasiment toutes les régions sont dotées de ce duo-là. Pourquoi? Pour répondre concrètement aux questions que vous vous posez, formation, acculturation, vous mettre en contact avec des entreprises, éventuellement vous animez des réunions entre nous. Moi, tous les 2 mois, j'anime une réunion avec 30 entreprises en Drôme-Ardèche où on parle d'IA, mais comment tu fais, qu'est-ce que tu utilises, moi ça marche pas, etc. Donc, c'est aussi le rôle de la fédération de nous rencontrer, de discuter de ces sujets. Donc, on a descendu toute cette partie-là en région et on s'est gardé des thématiques un peu régaliennes. En gros, quand on a fait le tour de tous les adhérents, il y a toujours une question qui venait, mais est-ce que l'IA, ça ne va pas bouffer mon emploi? Est-ce que ça va me remplacer? Est-ce que si je fais pas ça, les jeunes ne vont pas venir, etc. Donc, est-ce que ça rend pas crétin cette histoire? Puisqu'au fond,
l'intelligence artificielle, on le disait tout à l'heure, ça peut faire mes devoirs. Donc, si je réfléchis pas, est-ce que je vais pas perdre en capacité cognitive pour demain? D'accord. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on nous a posées. Et ce qu'on dit toujours, c'est que Claire l'a répété maintes fois, l'intelligence artificielle, c'est pas une baguette magique. Mais c'est quand même pas qu'un marteau non plus. Hein. C'est un outil, mais c'est un peu plus... voilà. C'est puissant, mais c'est pas magique. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est faire une charte éthique. Hein, alors, c'est pas celle-là, oui, c'est celle-là. Enfin, c'est celle-là. Donc, c'est la charte éthique. En gros, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle. J'évoquais le fait de ne pas mettre les documents de partout. Mais de la même manière, moi, il y a quelque chose qui était important de mettre là-dedans. C'est que la première chose, c'est que l'intention est humaine. Au milieu, ça peut être automatique, mais ce qui sort, c'est humain aussi. Je prends un exemple pour moi. C'est pas l'intelligence artificielle qui va décider des affaires auxquelles je vais répondre. D'accord. À la limite, je pourrais imaginer tout un système qui me chiffre tout ça, qui fasse tout automatique, etc. Mais c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire partir le devis sans que moi je le contrôle. D'accord. Donc l'intention et la sortie du processus, pour nous, on l'a écrit dans notre charte, ça reste humain. Voilà un peu en gros ce que dit. Elle dit d'autres choses avec la sécurité qu'on a évoquée. Et puis après, on a fait un exercice avec ce que j'ai appelé le comité, c'est que les 2 binômes par région, aujourd'hui, ils sont comme un comité de lecture, c'est se dire d'essayer de répondre aux questions que je viens de dire. Est-ce que ça va nous rendre crétins? Est-ce qu'on va perdre des emplois? La question de l'attractivité, hein, ça a été le sujet. Hein, on parle beaucoup de choses. Le prix de l'essence, le délai de paiement, enfin tous les sujets qui sont négatifs. Et moi, je prends juste un petit exemple. À chaque fois que moi, on fait les entretiens individuels avec nos gens, la première chose qu'ils nous disent, c'est « Ouais, c'est chouette. » Alors, il y a tout plein de choses qui ne marchent pas dans l'entreprise, hein, mais ce qui est chouette, c'est qu'on a des outils. On est outillés, on a des perceuses, etc. C'est idiot de dire ça, mais les gens qui travaillent dans l'entreprise aiment bien être outillés. Et je pense que demain, si les jeunes qui arrivent dans l'entreprise voient qu'on n'utilise pas d'outils IA, vont se dire c'est quoi cette boîte, quoi. Un peu comme travailler sans la perceuse, ben ça sera mal pris. Donc on a essayé de répondre à tout ça et on a essayé d'imaginer ce qui serait le travail demain, et ça a été donc l'objet d'une doctrine qui est en ligne aujourd'hui et qui est en place. Oui, et puis juste pour finir. En fait, il y a aussi un enjeu qui est extrêmement important, juste sur la doctrine, c'est aussi cette notion de responsabilité. Alors vous allez me dire, il y a de la responsabilité dans tous les secteurs d'activité, évidemment. Mais quand vous êtes dans un secteur d'activité avec une garantie décennale, notamment, vous pouvez pas juste faire confiance à une machine. Donc la responsabilité humaine, et c'est ce qu'on dit aussi dans la charte, et c'est qu'il est important que les dirigeants se forment aussi à ces sujets. C'est pas qu'un sujet, encore une fois, technologique. C'est parce que derrière, il y a aussi des enjeux de responsabilité. Même quand vous utilisez une IA pour répondre à un mail ou que vous utilisez une IA pour répondre à 100 mails d'un coup. C'est vous, à un moment donné, qui portez votre nom en répondant. Donc, il faut que vous validiez le risque, le fait d'avoir une réponse peut-être similaire et avec derrière peut-être un enjeu aussi, alors en matière commerciale ou en matière technique. Juste pour vous dire que la FFB, du coup, travaille aussi sur ses propres outils. Comme vous avez ChatGPT, nous, on travaille sur ChatFFB pour essayer aussi d'outiller nos équipes au niveau national, mais sur un corpus documentaire qui est celui de la fédération. Donc déjà, on consomme moins d'énergie parce qu'on va pas chercher sur tout le net. Et en même temps, on donne des réponses liées, en fait, à l'esprit de la fédération. Et puis, juste pour la dernière diapo, vous dire qu'effectivement, il y a des défis pour la filière, je disais en introduction, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être dans ce salon qui réunit l'ensemble des partenaires. C'est qu'en fait, c'est pas qu'un sujet pour les entreprises de bâtiment. On voit bien qu'on a parlé de la donnée, et donc il y a tout un enjeu sur le partage des données. On parlait tout à l'heure de la maquette BIM, mais la maquette BIM, elle a un sens si le maître d'ouvrage l'utilise jusqu'ensuite la maintenance, sans rupture. Et donc derrière ces sujets-là, il y a évidemment des enjeux de partage de données. Et demain, vous aurez des jumeaux numériques cognitifs, c'est-à-dire en fait couplés à des capteurs ou à des objets connectés qui permettront encore plus effectivement d'avoir ça. On voit ça se développer en Asie ou dans d'autres pays, pas trop encore en France, mais on a été au salon de l'IA à Cannes et un éditeur de logiciels nous dit c'est dingue, on a un laboratoire qui traite ce sujet avec un jumeau numérique cognitif dans son bâtiment en Asie. C'est un Français.
En revanche, dans son laboratoire à Lyon, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Donc on voit bien que là aussi, il y a un enjeu de, non pas de territoire, mais que la technologie, elle est peut-être moins utilisée encore sur certains sujets en France. Et alors que finalement, à l'étranger, on peut voir que ça peut être utile. Tu parles de maintenance prédictive et on voit bien, voilà, sur l'usage des bâtiments, sur la réaction des bétons, sur un certain nombre de choses, il peut y avoir des enjeux. Évidemment, l'apport de nouveaux services. Il n'y a pas de raison que dans le bâtiment, on ne pose pas cette question du service et de la qualité de service. Alors c'est vrai, il y a des métiers de la main. Évidemment, on construit des choses en dur et il y a des enjeux de responsabilité, on l'a dit. Mais qui imaginait que Renault, à un moment donné, aurait comme slogan la mobilité comme un service, alors qu'on était tous fiers de posséder une voiture? Parce que maintenant, les choses changent et on attend une qualité de service. Et c'est exactement la même chose dans le bâtiment. Tu parlais du devis, savoir répondre à un devis en 48 heures. Ça, effectivement, en matière de service client, c'est assez formidable. Évidemment, on ne revient pas sur les enjeux de formation. Là, tout à l'heure, il y a la charte qui a été signée avec la rectrice et on est ravis parce que je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choses à faire sur ces sujets-là. Les enjeux géopolitiques, on en a parlé, une troisième voie de l'Europe entre la Chine et les États-Unis, notamment mettre de la régulation, des garde-fous, faire attention où sont les données. Et donc, ça, c'est des sujets extrêmement importants. Et puis, bon, sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder là, mais les fameux agents IA dont on parle beaucoup, avec de l'IA agentique, où effectivement des machines se parlent entre elles. Bon, on n'en est pas encore complètement là, et pourtant il y a beaucoup de communication et de publicité. Mais c'est vrai que on voit bien que du coup, à partir du moment où il y a des données en nombre suffisant, la machine, effectivement, plus elle est entraînée, plus elle saura être réactive. Encore une fois, avec de l'esprit critique, parce que encore une fois, elle ne connaît pas la vérité et l'IA hallucine. Donc, elle ne donne jamais une réponse à 100% juste. Ou ça peut être 100% juste une fois et à 90% juste la prochaine fois. Donc, il faut faire très attention, d'où l'importance, encore une fois, de la compétence métier, même si nous, effectivement, on se dit que ces technologies peuvent être très utiles pour le secteur. Voilà. Si tu veux dire un mot de conclusion. Une conclusion très... Enfin, moi, j'aime bien cette image. Moi, je prends l'IA, alors, pour dire ce qu'on dit dans notre doctrine, ça ne va pas remplacer les emplois, ça va les transformer. J'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, ça sera comme un troisième bras qui viendra aider l'humain. Voilà.